me présenter bien sûr. Raphaël Munt, j'ai 28 ans, 29 cette année. Et je suis ce qu'on peut appeler un aspirant cinéaste. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est Romain Konietzny, donc vaut mieux retenir que Romain, ce sera toujours plus facile. 30 ans, je l'ai dit tout bas, c'est normal. Me présenter, fan du cinéma depuis mon plus jeune âge, je pense. Et puis comme Raph, on essaye de devenir réal pro, on peut dire ça comme ça. Et par le biais de Closer qui commence à être notre premier, on va dire, projet pro, entre guillemets. Donc voilà, présentation simple et efficace, je pense. Je laisserai Romain en parler plus en détail du film en lui-même, parce que moi j'ai été qu'un simple conseiller, si je puis dire. C'est vraiment son bébé, donc ça je tiens vraiment à le préciser. Le crédit lui revient, c'est lui le réalisateur, c'est lui le scénariste principal de ce court-métrage. Et la particularité de ce travail, c'est compliqué à décrire. Moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, toujours voulu être réalisateur et scénariste, mais réalisateur en particulier. Et la particularité, c'est compliqué à exprimer, quoi. Je pense que c'est une question de passion, une question de feeling, et voilà. Je pense que tu l'as dit, le maître mot, c'est compliqué. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de devenir réalisateur, dans le sens où on dit pas qu'on est non plus spéciaux et qu'on fait du travail de fou furieux, c'est pas ce qu'on dit. Mais compliqué dans le sens où il faut savoir, c'est tout bête, mais gérer une équipe, c'est pas donné à tout le monde de savoir gérer une équipe, gérer un acteur, gérer même un producteur parfois pour les productions les plus poussées. Il faut savoir gérer du coup l'acting, alors en plus de gérer un acteur, il faut gérer aussi son acting, il faut gérer un planning, il faut aussi travailler son leadership. Voilà. Et un réalisateur, c'est aussi quelqu'un qui lead. Bah oui. Et tout le travail en amont, c'est-à-dire que parfois il y a même, à l'image d'un Christopher Nolan par exemple, qui écrit et qui réalise, et c'est un peu notre cas. C'est un auteur, ouais. Voilà, et le fait d'écrire, de réaliser, donc déjà il faut imaginer l'histoire pour nous qui écrivons nos histoires. Il faut aussi inventer nos plans, donc les retransmettre. Généralement on fait un découpage technique donc par écrit avant le visuel, donc c'est un travail monstre dans tous les domaines. Donc en plus d'être réalisateur, on est parfois assistant administratif, technicien, on est un peu de tout. Quand on débute, de toute façon, c'est normal. On touche vraiment à tout, il faut être autodidacte au début. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et voilà, le maître mot, je pense, ça serait compliqué mais passionnant. C'est clair. Autant trouver un oxymore pour être pas trop péjoratif. Je suis d'accord. Ouais. Concernant l'aventure que ça représente pour nous, alors en tout cas pour moi, je l'ai dit, c'est passionnant. Bon, certes, on travaille tous les deux, on a une vie professionnelle avant de pouvoir en vivre, et c'est extrêmement fatigant parce que quand on rentre, on peut avoir des enfants, on peut avoir un emploi du temps, on doit aller faire les courses, peu importe, faut trouver du temps justement en dehors de la vie de famille, de la vie professionnelle, pour se pencher, ne serait-ce que sur les écrits. Avant de parler de la réalisation, déjà ça prend du temps parce que l'inventivité, la créativité, l'inspiration, ça vient pas comme ça, c'est pas inné. D'autant plus que maintenant, alors moi personnellement je suis pas du tout partisan de l'intelligence artificielle, et il y en a beaucoup plus qui se penchent là-dessus, et je trouve ça relativement trop facile et trop dommage. Et concernant la réalisation, donc là si on en vient à la production pure, il faut trouver du temps soit dans les congés, soit dans les week-ends, soit dans pas mal de choses. Donc qu'est-ce que ça représente pour nous? Un investissement. Je pense que c'est le maître mot de la représentation telle qu'elle est là maintenant, de l'investissement pour réussir, parce que je pense que sans sacrifice on peut pas réussir. Donc je pense qu'il faut en faire un minimum pour pouvoir s'investir et pouvoir vivre de cette passion, parce qu'une fois qu'on réussira, je pense à mon sens que au-delà d'être un travail hors norme, parce qu'il ne faut pas penser qu'un tournage c'est juste de 8h à 17h ou même de 8h à 20h, parfois c'est des journées de 17 à 20h où on ne dort pas beaucoup, mais entière, voilà. Donc ça ne sera pas de tout repos, mais ça sera, je pense, pour nous comme si on faisait une journée de 8-17 tranquille malgré la fatigue, quoi. Donc pour moi ça représente ça. J'ai pas grand chose à rajouter, parce que moi l'aventure que ça représente pour moi déjà, c'est, comme tu l'as dit, c'est la passion. C'est ce qu'on a toujours voulu faire, et en plus on doit, comme tu l'as dit, gérer nos emplois du temps, faire en sorte que, parce qu'on n'habite pas non plus côte à côte, donc forcément c'est un vrai travail d'organisation. Ouais, ça aussi. Mais l'avantage aussi, c'est qu'à la fois on mêle le travail de scénariste-réalisateur chacun de notre côté, et ensuite ensemble. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, mine de rien, au milieu de ça, c'est l'amitié qui est entre nous aussi.
Aussi, ouais. Mais aussi, il faut savoir gérer ça, parce que quand on est co-scénariste ou co-réalisateur, il se peut qu'il y ait des désaccords, il se peut qu'on n'ait pas la même vision des choses, la même façon de faire. Et quand on travaille avec quelqu'un de proche, on est toujours un peu sur la retenue. On est toujours un petit peu sur le mais t'es sûr que ça c'est une bonne idée, t'es sûr qu'il faudrait pas plutôt faire comme ça, et on peut se dire tout de suite je vais vexer la personne, et ça peut... Ouais. Nous non, je pense qu'on est assez transparent à ce niveau-là, on est proche depuis plus de 10 ans, donc si on a des choses à se dire, on se les dit, surtout que c'est toujours en faveur du film, donc de côté créatif, côté artistique qui prime. Puis on est adulte, enfin, on a Ouais, toujours voilà. eu un échange constructif, et si clair. on est désaccord, on exprimera toujours notre désaccord dans l'entièreté, dans le Bien sens sûr. où c'est comme la critique constructive, on va dire écoute, je suis pas d'accord pour ce point-là parce que je pense que, et puis on va expliquer, Ouais, puis ouais. ça apporte toujours un point de vue supplémentaire à l'autre, et au pire si le désaccord il est consistant, ben, on va garder les deux plans, on va faire les deux plans, puis à la fin on juge, enfin il y a toujours, Là. au début peut-être oui on était un peu sur la retenue, mais maintenant non. Ouais, non, et puis l'avantage c'est que toi t'as aussi ta mise en scène, ta vision des choses, moi Ouais. j'ai la mienne. Mhm. Et ce qui On est, se complémente. ce qui est intéressant justement, c'est de Ouais. mixer un petit peu les deux pour faire quelque chose de plus intéressant, plutôt que de chacun faire son truc de son côté, quoi. Donc, Et chacun met son petit grain de sel. Et mine de rien, on arrive à avoir quelque chose de linéaire à chaque fois. Ah ouais. On voit que c'est notre travail grâce à... Quand on voit tous les courts-métrages qu'on a fait, généralement on essaie de garder à peu près la même lignée en termes de plan et en termes d'ambiance. Donc forcément, on a tous les deux des inspirations communes et différentes. Mhm. Et l'avantage, c'est que chacun puisse ramener son style Selon les visuel, son scènes, style de direction d'acteur, etc. Et généralement, ça crée quelque chose d'assez consistant et intéressant. je Ouais, pense. c'est vrai. Voilà. Alors, il me semble que c'est Tarantino qui avait dit ça. Avant d'être un bon réalisateur, il faut être un bon acteur. Il me semble que c'est lui qui a dit ça. C'est lui, ouais. C'est pour ça qu'il a fait des études d'acting avant, je crois. Exactement. Au théâtre. Et je me suis beaucoup inspiré de ça dans le sens où j'estime pas être forcément un bon acteur. Mais à chaque fois que j'ai passé devant la caméra, c'est la seule fois où je vais dire ça, donc mettez une croix pour ceux qui m'écouteront et qui me connaissent. J'estime avoir eu quelque chose qui était correct, dans le sens où en fait je me suis renseigné sur son travail à Tarantino parce que je me suis dit pourquoi il dit ça, parce que c'est deux travaux différents, mais pas tant que ça, parce que justement un réalisateur va gérer l'acteur et l'acting en même temps. De se Donc, mettre pour dans sa gérer peau ça, aussi, ouais. voilà, il faut qu'il se mette dans sa peau et qu'il connaisse le métier. Donc au-delà de tout ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a dit c'est vraiment des parties infimes du métier de réalisateur, hein. On a donné des points comme ça tous les deux, mais Amateur en plus. amateur, voilà. L'acting, c'est autre chose. Donc si en tant que réalisateur, on ne s'intéresse pas à l'acting par le biais, c'est tout bête, hein, mais de making-of, de documentaires, de nos inspirations, de plein de choses, enfin quand on est amateur, il faut qu'on parte de là. Je pense que ça devient compliqué de gérer un bon acting sur le tournage si on ne connaît pas un minimum le métier. Donc à partir du moment où on a ces éléments, je pense qu'il faut aussi maintenant se rediriger vers des bons, comment je pourrais dire ça, sites de recrutement. Parce qu'en soi, c'est ce qu'on fait, hein, on passe par un site en particulier, et pour bien gérer, pour bien choisir son acteur. Alors après, ça dépend, parce qu'on a eu quand même pas mal de bénévolat jusque-là, parce qu'on on était indépendant de nos emplois du temps. Maintenant, plus le temps passe, et plus on devient exigeant. C'est-à-dire que là, Closer, c'était du bénévolat parce qu'il y a eu beaucoup de désistements, les joies d'un tournage, beaucoup d'improvisation. Par contre, les prochains, on s'était dit que voilà, il faut prioriser le côté professionnel. Quelqu'un qui a du bagage. Voilà, sans pour autant tomber dans le piège d'un unseen où on s'est fait. J'allais l'évoquer en plus. Où on s'est fait. Voilà, on en parlera, je pense, dans les prochaines questions qui étaient prévues. Justement, on parle de nos projets, donc on reviendra là-dessus. Mais voilà, il y a eu une grosse coupure à cause de ça. On a voulu viser le plus haut du panier, entre guillemets, grâce à Sam Haines, qu'on avait eu. Catherine qui avait fait un très bon travail pour une première expérience et on a voulu viser encore plus haut, à notre plus grand regret maintenant. Donc en fait c'est de trouver le juste milieu par rapport à notre niveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir quelqu'un qui a une première expérience, ni quelqu'un qui a fait des festivals à Los Angeles, mais il faut trouver un juste milieu. Donc voilà, en fait choisir un bon acteur, ça ne se définit pas juste par une compétence de notre côté, ça regroupe un tout, et je pense que le mieux c'est déjà connaître le métier, pour ensuite recruter la meilleure des personnes. Je suis d'accord. Et choisir un bon acteur, de toute façon, c'est en faisant qu'on verra si l'acteur correspond à nos attentes. La première étape, c'est bien évidemment le casting. On voit tout de suite si, effectivement, la personne, que ce soit homme ou femme, hein, on s'en fout, si elle est vraiment intéressée, déjà, si elle aime le rôle, si elle aime le film, enfin le scénario, l'histoire. Ouais, déjà ça. Ouais. Et si on la sent investie. Mais après, on peut
très bien avoir un casting qui se déroule super bien et on arrive sur le tournage et là, couac, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne personne, on a eu des mauvaises expériences à ce niveau-là. Oui. Mais choisir un bon acteur, on n'en sait rien. Un bon acteur se développe aussi sur le tournage. Il y a beaucoup tout se fait quasiment sur le tournage de toute façon pour un acteur. Le travail en amont est très important, mais ce n'est que du travail en amont. Une fois que la caméra tourne, c'est autre chose. Et je crois qu'un bon acteur, c'est surtout quelqu'un qui oublie totalement ce qu'il est, qui oublie tout ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire l'équipe technique, les caméras, les lumières. C'est quelqu'un qui, pour lui, vit l'instant comme si c'était sa propre vie. Mais on choisit pas un bon acteur en se disant tiens, je coche une case, c'est bon, c'est lui. Non, c'est une question de feeling, c'est une question soit on le sent, soit on le sent pas, mais après on peut toujours avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Un acteur peut en plus se révéler sur le tournage directement, et ensuite advienne que pourra, quoi. J'ai envie de conclure sur ça, effectivement, c'est un peu comme dans la vie, hein, j'ai envie de dire, il y a des moments, parfois qu'on va faire rentrer dans notre vie. On pense que c'est une personne qui va être comme ça, parce qu'il nous montre cette image-là, et arrivé sur le fait accompli, on révèle parfois son vrai visage, et le fait de choisir un bon acteur, justement, fait partie aussi de ses qualités de réalisateur, de savoir dans son casting, puis généralement ils ont un agent, donc de se voir un peu son CV, de faire un peu, comme je l'ai dit, hein, dans la vie, par exemple la vie professionnelle, se renseigner un peu sur le travail qui a été fait, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer. Maintenant, il y a aussi ce que tu as dit, ce que j'ai dit, mais aussi faire un choix par rapport au film, parce que ça ne rend pas forcément tout le temps en compte, mais il y a des aspects autant acting que physique, parce que je dis une bêtise, sur un court-métrage qu'on va écrire, on voudrait quelqu'un qui ressemble par exemple à Neve Campbell dans l'aspect physique par rapport à ses yeux, par rapport à sa façon de jouer. On va essayer de recruter une actrice par exemple qui, par ses gestuelles particulières, va pouvoir le retranscrire dans un film où on souhaite que ça soit comme ça. Et il y a d'autres films où on privilégiera peut-être quelqu'un juste par son acting et pas forcément par rapport à un critère physique. Enfin, c'est tellement vaste de choisir un bon acteur. Ça dépend de plein de choses, je vais conclure là-dessus. Déjà, moi j'ai une passion absolue pour les acteurs. Parfois plus pour les acteurs que pour les réalisateurs, ce qui est assez paradoxal, parce que moi jamais il viendra l'idée d'être devant une caméra, je suis beaucoup plus à l'aise derrière. Mais j'ai une passion absolue pour les acteurs parce que je trouve que c'est un métier, c'est une vocation même, il faut le vouloir, qui est absolument formidable. Et j'ai un respect absolument dingue pour eux, c'est aussi pour ça. C'est ça qui me challenge, qui me donne l'envie de travailler avec eux, de les diriger du mieux que je peux. Et c'est aussi justement trouver cet équilibre entre le côté pas trop tyrannique non plus et le côté on laisse l'acteur s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, je pense que si on trouve le juste milieu, a priori ça devrait fonctionner. Mais c'est tout, avant tout part de l'histoire, du personnage, de ce que nous on souhaite en faire et de ce que l'acteur ensuite souhaite lui aussi en faire. Je te laisse commencer ? Ouais, si tu veux. Les inspirations, déjà, elles viennent des films. Je pense que c'est la base avant tout, mais ça peut aussi venir de la vie privée. Moi, j'ai déjà eu des idées pour des histoires, pour des personnages, juste en regardant quelqu'un faire quelque chose, juste en voyant quelque chose à l'extérieur ou autre. Ça vient aussi des rêves, parfois. Ça peut venir de tout, une inspiration. Ensuite, il y a le côté, c'est génial de développer des idées, c'est autre chose d'en accoucher de quelque chose de parfaitement écrit, établi de A à Z. Écrire un scénario, c'est compliqué. Écrire de manière générale, moi je trouve que c'est très très dur. Même quand on est très inspiré, il y a toujours un moment où on se dit mince, qu'est-ce que je peux en faire ? Ça peut être au début, ça peut être à la fin, ça peut être au milieu du projet. Mais mes inspirations, généralement, c'est un petit peu dans la vie de tous les jours, mais ça vient surtout des films, des séries qui m'ont marqué. On tire toujours une idée d'une autre œuvre, et on se dit tiens, de cette idée, peut-être que je peux en faire quelque chose d'autre, quelque chose de plus ou moins bon, hein, mais moi mes inspirations, généralement ça vient de là, ça vient de quelque chose qui fait tilt. Je me dis tiens, j'aimerais bien développer cette idée et en faire un film qui je pense aurait du potentiel. Je pense que tu as quasiment tout dit, puis c'est à l'image de notre travail, parce que je me rappelle des sessions Skype, pour dire à quel point Skype, où on s'inspirait surtout de faits réels, on regardait un peu des légendes urbaines, et généralement les légendes urbaines sont inspirées de faits réels. Il y avait eu le cas en Amérique, tu te rappelles, quelqu'un qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique et qui avait été retrouvé dans le coffre d'une personne, on avait écrit une histoire là-dessus aussi, qui n'a même pas encore été tournée, d'ailleurs qui fait partie de nos projets
On a plus de projets en stand-by que... Ouais, exactement, on en a plein. Ouais. Et on est surtout basé sur des légendes urbaines, des faits réels au début. Ensuite, on a fait du fan-made à l'image de Sam Hain, qui est notre plus gros succès indépendant de notre volonté, mais forcément, du fan-made rapporte forcément beaucoup plus de vues. Mais oui, on s'est inspiré des films et de pas mal de choses. Alors, je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, mais quand on dit s'inspirer des films, dans l'idée, moi je m'en inspire surtout pour avoir la vision de l'équipe du film, surtout du côté réalisation, des réalisateurs. Par le copier quelque chose, voilà. C'est pas ce que je dis non plus. Par le biais des making-of. Dans les making-of, ce qui est intéressant, c'est que, ou même pendant la vision du film avec les commentaires audio, ça c'est ultra intéressant aussi, parce que ce qui est dit dans un making-of est forcément développé pendant les commentaires audio d'un film. C'est-à-dire quand vous mettez un Blu-ray, vous avez une section avec français commentaires audio ou VOST commentaires audio. Très intéressant parce que sur une scène en particulier, il va développer sa vision. Et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur mes films préférés personnellement et de développer mes idées par la suite dans sa vision à lui. Parce qu'il n'y a pas que le réalisateur qui donne son point de vue. Parfois, il y a l'acteur qui est présent pour sa scène ou même le scénariste. Je pense en l'occurrence à Kevin Williamson dans Scream qui avait fait une partie des commentaires audio avec Wes Craven pour Scream, où ils expliquaient qu'au début le film ne devait pas s'appeler comme ça, comment ils ont eu l'idée, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est un peu ce qu'on a aussi retranscrit sans le vouloir dans nos recherches. Donc beaucoup d'inspiration des films et donc des équipes qui sont autour et forcément aussi de plein de choses, de faits réels. Ouais. Donc j'ai envie de dire non. Il y a 3 étapes principales. Alors principale, mais là je vais faire vraiment une image générale parce que sinon l'interview durerait 2 heures. Il y a la pré-production. Un jour déjà 2 heures. La production et la post-production. Voilà comment ça se déroule généralement. Donc dans la pré-production, qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce qui se passe avant le tournage. Donc forcément, il y a la recherche d'idées, l'inspiration, la créativité, l'inventivité, l'écriture donc, qui peut durer parfois... pour donner un exemple, j'ai 2 projets de ma vie. En plus, on est à peu près sur le même thème sur les projets-là. Raph avait écrit un long métrage que tu as terminé, mais que tu remanies encore au fur et à mesure du temps. Et c'est sur le même film, donc c'est inspiré d'un film, ce serait une suite pour toi et un préquel pour moi. Le préquel sur lequel je suis en train d'écrire, qui est le projet de ma vie, ça fait 8 ou 9 ans que je suis dessus, et je suis encore en train de peaufiner que l'intro. Donc pour dire à quel point une pré-production, ça peut prendre du temps, et à l'image d'un autre film aussi, qui avait entendu, je crois, une 20aine d'années pour tourner d'autres scènes, pour garder le même acteur, mais avec un âge différent. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle ce film, mais tout ça pour dire que la production globale d'un film peut durer autant de temps nécessaire, mais nous on passe par ça. L'écriture, vérification, correction, tout ça, une fois que ça c'est acté, on commence à faire plusieurs recherches, donc parfois peut-être pour le matériel. Et ça, c'est en ce moment ce qu'on fait parce qu'on a acheté cette caméra il y a 1 an, je dirais maintenant 1 an et demi, et on va déjà changer, je pense, l'année prochaine. On veut s'améliorer, donc il y a cette partie qui est déjà aussi très logistique, mais très compliquée à gérer pour nous parce que c'est un domaine sur lequel on aimerait vraiment avoir un point de vue d'un technicien pour qu'on s'embête pas trop là-dessus en disant on veut ça, donc donne-nous ça, mais voilà. Après, casting, recherche des lieux, toute une partie logistique monstrueuse, et surtout, une des grosses parties qu'on ne parle pas souvent, mais c'est le découpage technique. Découpage technique, storyboard, qui prend énormément de temps, mais je pense qu'avec l'écriture, c'est ma partie préférée. Personnellement, de développer les plans, comme ça, en fait, quand on arrive sur un tournage, on a le planning, on sait qu'on doit ça, on sent le découpage technique. Franchement, si on a un chef-op un jour ou quoi que ce soit dans notre façon de travailler, ça, au lieu d'avoir une préparation de plan d'une demi-heure comme nous, on l'aurait peut-être en un peu moins de temps. Mais puis après, il y a la production, donc le tournage, et puis la post-production qui englobe montage, étalonnage, mixage. Là, en l'occurrence, sur Closer, maintenant, on a trouvé Brice, notre compositeur. Travail monstrueux, donc c'est aussi une nouvelle chose pour nous, une nouvelle façon de travailler, qui est complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a jamais travaillé avec un compositeur. Donc franchement, ça devient de plus en plus passionnant et ça donne envie de continuer à travailler dur. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Pré-production, production, post-production. Et je m'arrêterai là parce que ça va durer des heures et des heures. De toute façon, j'ai pas grand chose à rajouter à part faire le perroquet. T'as tout dit. Après, chaque film est différent.
chaque idée est différente, donc on ne travaille pas toujours de la même manière, mais globalement, je pense que n'importe quel film se fait de la même façon. On réfléchit, comme tu l'as dit, d'abord à l'histoire, ce qu'on peut en faire. On écrit souvent chacun de notre côté. Si vraiment c'est un projet vraiment commun, on va développer l'idée un petit peu chacun de notre côté. Et ensuite, on essaie de rassembler nos idées pour en faire quelque chose de plus commun. Et ensuite, comme tu l'as dit, c'est recherche de lieux, recherche de comédiens. Alors moi, quand j'écris, je pense jamais vraiment aux comédiens. Moi, c'est vraiment des personnages que j'ai en tête. Ça vient, c'est pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure sur les acteurs. J'ai jamais vraiment un type d'acteur ou un type d'actrice en tête quand j'écris. Ça vient après. Ensuite, bien sûr, il y a le tournage, et ensuite la post-production, donc montage, étalonnage, etc. Mais on peut tout à fait revenir sur le projet un mois ou deux après, parce que tiens, on a une nouvelle idée de scène qui s'intégrerait parfaitement dans le film, et du coup, on voudrait la rajouter, mais sans pour autant non plus trop trahir le scénario originel. Mais voilà, oui, un film se fait de toute façon de manière assez basique, si je puis dire, pour tout le monde. Il n'y a pas de miracle, il y a un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est exactement comme un scénario. On commence quelque chose, on le tourne, on le peaufine, et ensuite ça ne nous appartient plus. Il y a ces 3 gros modules, et dans ces 3 gros modules découlent plusieurs compétences. Donc dans la pré-production découle dans ce module-là pas mal de choses à faire. Alors il y a aussi 2 points, il y a aussi une partie, je dirais, peut-être pas marketing, mais un peu pub forcément, avec les bandes annonces, les affiches, où on commence à se développer un peu plus là-dessus, même si on est... C'est pas qu'on n'est pas trop fan des bandes annonces ou des affiches, mais pas trop fan d'en faire, parce que déjà faire une bande annonce sur un court-métrage, il faut faire attention au plan qu'on choisit aussi, les affiches... Teaser, quoi. Encore faire une bande annonce, bon, on gère le côté vidéo, on a appris à gérer le montage, donc c'est pas dérangeant, mais les affiches par exemple c'est relativement compliqué. Et la deuxième chose, effectivement, pour rebondir là-dessus, pour Closer par exemple, ça a été le cas où on a dû faire un reshoot. Encore actuellement j'ai un reshoot à faire, parce que le plan que je voulais faire ne me satisfait pas du tout. Et par exemple, j'ai une bêtise, hein, au lieu d'avoir pris le trépied, j'avais pris le Steadicam, parce qu'une fois qu'on a un Steadicam, on peut tout le temps l'utiliser. Mais on se rend compte que pour ce plan-là, c'était peut-être mieux un trépied. Donc ça m'est arrivé aussi de faire un reshoot, comme l'a dit Raph, selon les productions. Ce qui est normal, ça se fait sur absolument tous les films. C'est ça. Moi, je tiens à préciser une chose. Je déteste allier les mots message et cinéma. Moi, je suis pas éditorialiste. J'ai pas de message à faire passer à qui que ce soit. Parce que quand on essaie d'intégrer un message absolument dans un film, ça peut vite tourner à quelque chose de moralisateur. Des personnes. C'est quelque chose que je refuse de faire. On peut avoir un thème associé à un film. Certains réalisateurs ont fait des films avec un message, mais de manière un peu contournée, de manière un peu plus subtile, ou de manière complètement ironique et un petit peu cynique. Mais quand un message prend le pas, j'ai presque envie de dire, sur l'histoire, là ça me pose problème. Moi, si j'ai envie de faire passer un message, j'ai pas à faire un film. Pour moi, la vision que j'ai du cinéma, c'est vraiment quelque chose de profondément sentimental, c'est quelque chose qui est très basé sur la fiction. Moi, quand je regarde un film, je veux m'évader, je veux pas forcément voir... Je dis pas que j'aime pas le réaliste, mais je veux pas voir quelque chose de trop ancré dans la réalité non plus. Mais il faut que ce soit tout de même vraisemblable et cohérent par rapport à ce qu'on peut voir aussi tous les jours. À l'image d'un Nolan. Bien sûr, voilà, par exemple. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à dire d'un de mes films ou d'un de nos films qu'il y a un message derrière, c'est en tout cas, de mon point de vue, jamais volontaire. Moi, quand j'écris un film, j'écris une histoire, j'écris une fiction. Si il doit y avoir un message, c'est uniquement pour faire en sorte que ça s'intègre bien dans l'histoire. C'est pas parce que j'ai un message personnel à faire passer, je vais absolument marteler la chose dans le scénario pour que les gens comprennent ce que moi j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dénoncer. Ça, c'est pas du tout ma came. Donc j'ai pas de message particulier à faire passer à travers nos films. Mais bien sûr, il y a des thèmes qui me touchent plus, que ce soit quelque chose de personnel ou pas d'ailleurs, parce qu'on met toujours un petit peu du sien dans un film, on met toujours un petit peu de sa vie privée, mais il faut pas non plus que ça déborde trop. Donc voilà, moi j'évite un petit peu les côtés, les films à message, les films un peu moralisateurs, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je rejoins Raphaël là-dessus, parce que généralement ces films à message sont relativement, j'aime beaucoup mon pays, mais relativement français. Dans notre pays, on a beaucoup de messages à faire passer à travers nos films, et c'est bien dommage parce que justement ils se ressemblent tous.
Et ça rejoindra un peu la prochaine question qu'on aura tout à l'heure, justement. Je rejoins Raph dans le sens où, pour moi, le cinéma, ça a toujours été un second souffle, ça a été une évasion, justement par le fait que ce soit des fictions et le fait qu'on s'échappe de la réalité. Parce que vis-à-vis de nos parcours, c'est pour ça qu'on s'est aussi développé une aussi grande amitié, c'est parce qu'on s'est regroupé sur pas mal de points personnels, sur des visions de la vie, qui font que le cinéma nous ont permis de tenir et de survivre. Parce que dans le monde où on vit actuellement, je pense que la survie, c'est clairement le terme qui correspond. Et le cinéma nous a toujours permis, en tout cas pour moi, de voir au-delà de tout ça, grâce à la fiction, grâce à l'évasion, grâce au second souffle, grâce à pas mal de choses qui regroupaient cette passion. Donc le fait de regrouper un message, non. Alors moi, si j'ai un message à faire passer, ça serait peut-être là, par exemple en making of, et le message à faire passer, ça serait peut-être à la limite croire en vos rêves. C'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que dans la vie de tous les jours, j'étais confronté à des personnes qui travaillent voilà, comme nous, mais une fois arrivé, c'est limite métro boulot dodo, pas de passion, pas de voilà, c'est la vie lambda, et on sort des excuses pour pas sortir, pour ci et pour là, et moi des fois je dis écoute, c'est vraiment t'as envie d'y arriver, le message que je peux te faire passer, c'est ben fais-le, c'est pas en restant sur tes acquis que tu vas faire quelque chose, et si j'ai un message moi à faire passer, ce serait justement de croire en ses rêves en travaillant pour, en essayant de s'évader pour et d'essayer d'en vivre, parce que, ben, comme tout le monde, on n'a qu'une vie, hein, on ne va pas se le cacher, et le temps file à une grande vitesse, et je pense qu'il faut savoir utiliser son temps de bonne manière, et moi, à chaque fois qu'il y a un making-of, qu'il y a un échange sur le tournage ou quoi que ce soit, et que quelqu'un a un rêve, j'essaie de le pousser à le réaliser, même si, parce que je dis pas qu'on va y arriver, hein, je dis pas qu'on va finir à Hollywood dans 10 ans, c'est pas ce qu'on... essayer au moins. Mais on essaye. On essaye et on se donne les moyens pour ne pas arriver à un stade de notre vie et se dire on n'a pas essayé quand même un minimum. Donc moi, le seul message que j'aimerais faire passer, c'est pas à travers mes films, mais peut-être à travers le biais d'échanges qu'on aura peut-être au cours de cette diffusion ou dans d'autres échanges, mais on essaie le maximum de dire à chaque personne qu'on croise qui veulent réaliser leur rêve, de leur dire ben, essayez pour, donnez-vous les moyens pour, mais on le mettra jamais, mais on l'a jamais mis dans nos films, pour la simple et bonne raison qu'on le fait durant des échanges, tout simplement. Donc non, c'est pas, franchement pas du tout notre façon de travailler. Si c'est le cas, c'est pas forcément volontaire. Ouais, aussi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ce qui veut pas non plus pour autant dire qu'il faut pas réfléchir devant un film. Bien sûr. Bien sûr que le cinéma, c'est avant tout l'art de l'émotion, c'est rire, c'est pleurer, c'est crier, c'est voilà. Mais un film reste quand même quelque chose d'intellectuel aussi. Il faut quand même pas non plus pousser les deux extrêmes. Non. Mais à partir du moment où ta réflexion te sort un petit peu de l'histoire, moi là, ça commence à me poser problème. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je préfère me focaliser sur quelque chose de très très fictionnel, si je puis dire. Ouais. Fictif, ouais. Pourquoi chercher compliqué? Je vous prends au montage ça. Mais voilà, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Mais peut-être que dans 10 ans, je changerai d'avis, je ferai quelque chose de beaucoup plus politique. Mais enfin, j'ai pas envie de devenir un réalisateur de pub ou de propagande pour l'instant. Donc, c'est pas trop. Puis à la différence de faire passer un message, on peut rajouter quelque chose de personnel, même subtil dans un film, et qui ne peut pas dire pour autant. Ouais, voilà. bien sûr. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est effectivement, je viens pas du tout d'un milieu cinématographique. Alors là, pour le coup, vraiment pas. Je n'ai pas fait d'études de cinéma, ce qui m'aurait pas forcément déplu d'ailleurs, mais parce que moi je fais pas partie de l'école de faut absolument faire une école de cinéma pour devenir réalisateur, ou à contrario, faut pas en faire. La preuve, t'as des grands réalisateurs qui ont jamais fait d'école, oui d'accord, mais t'as des grands réalisateurs qui ont aussi fait des écoles de cinéma. Donc moi je pense que toute expérience est bonne à prendre. Mais mon parcours scolaire complètement basique, rien de transcendant, et par contre j'ai su à un âge assez jeune que je voulais faire ça. Je crois que ça a commencé vers... je pense que la première fois que je me suis dit je veux faire du cinéma, je veux être réalisateur, c'est vraiment au milieu des années 2000, je devais avoir 10-11 ans, un petit peu quand tu rentres au collège, quoi. C'est un petit peu à l'âge là où tu commences un petit peu à réfléchir à ce que tu feras plus tard. Et moi, c'est vraiment à l'âge là où j'ai commencé aussi par le biais des DVD, qui était un petit peu quelque chose de nouveau, parce qu'il y avait les VHS avant, et dans les DVD, il commençait à avoir des bonus, il commençait à avoir des making-of. Ça nous rajeunit pas. C'est clair. Pourtant, on est jeune. Mais donc, quand j'ai commencé, j'ai toujours eu cette curiosité de comment un film est fait. Et quand j'ai commencé à découvrir comment c'était, là, ça a été la révélation absolue. Je me suis dit, je veux faire ça.
Alors, pour reprendre depuis le début, du coup, quel est mon parcours? Comme Raph, j'ai eu un parcours scolaire très basique également. Donc, voilà, collège, lycée, obtention d'un diplôme, etc. Voilà, monde du travail, et pas du tout issu d'une filière cinématographique. Alors, est-ce que j'aurais voulu vraiment participer à une école de cinéma? Pour être tout à fait honnête, non, mais à la fois peut-être oui pour peut-être avoir des contacts. Ouais, voilà. Ouais. Parce que Toujours du pour et du contre. Hein. le problème, c'est que j'estime, à mon sens, que les écoles de cinéma françaises, euh, Je vois où tu veux en venir, c'est ouais, pas faux. Ouais. c'est compliqué hein, d'en parler pour éviter de s'attiser peut-être Ça dépend lesquels. les Après, foudres. mais effectivement, il y en a qui sont peut-être plus dans le. Côté financier. Ouais, puis dans ce qu'on disait tout à l'heure, tu as beaucoup d'écoles, je te coupe vite fait, mais il y a beaucoup d'écoles en France pour m'être enseigné qui sont effectivement très dans la morale. Faut faire tel type de film. Voilà, C'est ça. c'est tout. C'est ça, et en plus de coûter extrêmement cher, je dis pas qu'en Amérique ça ne coûte pas cher, mais la vision du cinéma américain et français, juste ça, je dis américain comme canadien, ça se reproche aussi un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs canadiens qui partagent la même vision que le cinéma américain, mais je pense qu'on apprendrait peut-être mieux en termes de cinéma dans une école américaine ou canadienne que dans une école française. Dans le sens où, comme l'a dit Raph, on va nous imposer un peu une morale en plus de pays. Enfin, j'ai pas envie de payer, de faire des études pour qu'on m'impose une morale pour faire un film déterminé par les cadres français. Parce que c'est aussi le problème de notre pays, c'est qu'on est encadré par une limite et on ne peut pas se délimiter justement dans le cinéma français. Et on le voit à l'image de nos films qui, bon, je vais pas cracher dans la soupe de mon pays, mais au fur et à mesure du temps, ça va un peu mieux. On essaye d'avoir une vision un peu plus lointaine, mais ça reste relativement compliqué. Donc peut-être pour avoir des contacts, oui, je l'aurais fait. Plus de facilité à trouver un producteur, des festivals, des techniciens. Et puis, ce qui est bien aussi dans une école de cinéma, même française, ça ce qui est bien par contre, c'est qu'on touche à tous les métiers. C'est-à-dire vous allez rentrer, vous allez dire je veux faire réalisateur, ils vont vous dire ok, mais dans ce cas-là, juste avant, vous allez faire un stage, vous allez découvrir tous les métiers, vous allez voir tous les métiers. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une des morales en France que j'aime bien, c'est le fait de dire voilà, découvrez tous les métiers, comme ça, voilà. Aux Ça, c'est aux bien. États-Unis, c'est comme ça aussi. Hein. Ouais, Enfin, ouais. ça, je pense que ça dépend lesquels, mais un John Carpenter, on va sûrement l'évoquer après, mais lui, il a été à USC en Californie, et c'est ce qu'il disait dans ses interviews. Il disait l'avantage de ce genre d'école, c'est que même si tu veux être que scénariste, que réalisateur, que ingénieur du son, peu importe, ils te font toucher à tout. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ça peut aussi finalement libérer une sorte d'autre passion Exactement. que tu suspectais pas. Qu'il a Voilà. développé. Et ils te font vraiment toucher à tout, c'est-à-dire de la lumière, au son, à l'image, au jeu d'acteur, au montage. Et je pense qu'effectivement, ce genre d'expérience, même si ça peut être un peu barbant parfois, parce qu'on se dit c'est vraiment pas ça que je veux faire, ça servira toujours plus tard si on veut être réalisateur. Parce que plus on a Connaissance. ouais, voilà, plus on a de connaissances, plus on a de bagages. Et je pense que ça facilite un petit peu la tâche pour après. Ouais, et puis la cohésion avec l'équipe, et du coup comprendre le travail de ton... Parce que Bien sûr. au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure d'être un réalisateur tyrannique, il faut faire attention à ne pas... Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont considérés comme tyranniques alors qu'ils sont juste exigeants. Ouais. Parce qu'on connaît des réalisateurs, je crois que c'est Fincher d'ailleurs, qui aime bien retourner ses plans. Et on l'a beaucoup associé à Kubrick, à James quelqu'un de Cameron. tyrannique. Ouais, Cameron aussi. Ouais. Mais pour autant, il y a une différence entre tyrannique et exigeant, perfectionniste. Même si la perfection n'existe pas, on se doit, et on est bien placé pour le savoir, de vouloir retourner pour avoir quelque chose qui colle à notre image. Bien sûr. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de message à passer, mais justement, au vu de nos parcours, si on y arrive, je dis bien si, avec des si on refait le monde, hein, mais on ressortira cette interview pour vous dire, voilà, continuez d'y croire, travaillez pour, et c'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'on n'est vraiment pas bien placé, à mon sens, pour, en termes de parcours, pour dire, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Nous, on est parti de rien, On est des outsiders complets. voilà. Donc, mais on a travaillé pour. Donc, voilà, il n'y a pas de secret. J'ai presque envie de dire que si, dans l'éventualité, on y arrive, si nous on y arrive, alors là, franchement, n'importe qui peut y arriver. C'est ça, C'est hein. clair et net. N'importe qui. Avec du travail et de la passion. Bien sûr. Il faut insister Oui. là-dessus. Travail, passion, obligatoire. N'importe qui de passionné peut y arriver. Voilà, exactement. J'ai toujours eu cette curiosité de comment on fait un film, depuis tout petit. Mais quand j'ai commencé à découvrir la façon dont les films étaient faits, effectivement, ça a été une sorte de révélation absolue. Je me suis dit, mais oui, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse. Que j'essaye de faire plus tard.
Mais sinon, un film qui m'a donné envie de faire du cinéma, mais il n'y en a pas qu'un. Je ne peux pas en citer qu'un parce qu'il y en a trop, et de genres différents, de pays différents. Moi, j'ai appris à aimer le cinéma avec des séries B, avec des films, des petits films d'horreur, des petits films d'action, des comédies. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours baigné dans les films, j'ai toujours regardé des films. C'était quelque chose, parfois, j'allais pas jouer au foot parce que j'avais envie de me faire une séance de film chez moi à la maison, un film que j'ai déjà vu 20 fois, mais c'était mon moment. Voilà, j'ai toujours aimé ça, avec les VHS de l'époque. Mais s'il y a un film en particulier qui m'a poussé au cul, on va le dire. Roulement de tambour. Ouais. Et qui m'a beaucoup plus inspiré, beaucoup plus motivé, c'est évidemment Halloween de John Carpenter. C'est un film j'ai toujours eu un rapport particulier à ce film. J'en avais peur quand j'étais petit. Ensuite, d'une peur, c'est devenu une fascination. D'une fascination, c'est devenu une passion. Presque une culture maintenant d'Halloween. Et c'est clairement le film qui m'a donné envie de faire du cinéma et qui m'a ensuite donné envie de découvrir davantage le cinéma d'horreur et le cinéma du réalisateur John Carpenter. Donc voilà, mais citer qu'un film, c'est impossible, il y en a trop. Je suis amplement d'accord. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? C'est un peu comme Raph. Alors moi, il faut savoir que je suis issu d'une famille où ils aiment beaucoup les films, j'appelais ça les films faciles, blockbusters, films de monstres, Godzilla, les machins, les Die Hard, les purs gros blockbusters de l'époque. Et à contrario, moi j'ai développé un amour particulier pour justement le contraire. Et à l'image d'un de mes films favoris qui est Scream, qui maintenant est devenu une franchise ultra connue, mais à l'époque, donc en 96, l'horreur à ce moment-là se portait pas forcément au mieux de sa forme. Et la façon dont Wes Craven justement et Kevin Williamson ont permis de carrément changer un peu la vision de l'horreur, c'est là où le slasher a pris une tournure complètement différente. Par le fait d'avoir un tueur qui interagit avec ses proies, je ne vais pas faire un épilogue sur Scream, on n'est pas là pour faire un podcast, mais j'estime que j'ai développé un amour particulier pour ces films qui partaient justement de rien pour en arriver à un stade où maintenant, comme Scream, je le disais maintenant, on sont devenus des franchises, et sans le vouloir, c'est-à-dire que j'ai toujours été intrigué par ces films interdits, et c'était justement du film d'horreur, qui sont devenus un peu comme Raph maintenant une culture et une passion. Alors, film indépendant, je dirais pas ça parce qu'on peut se dire aussi film indépendant, mais pas forcément. J'aime bien découvrir, mais le problème des films indépendants, c'est qu'on peut en trouver partout et il faut trouver le bon genre aussi. Mais si je dois citer, pour revenir sur la question, je citais Scream comme film qui m'a inspiré. Oui et non. Le vrai film, mais vraiment, qui m'a inspiré, ça serait Jurassic Park. Alors, ça peut paraître, encore une fois, blockbuster, parce que j'ai dit justement il n'y a pas très longtemps que c'était pas forcément les blockbusters que j'aimais. C'est pas du mauvais cinéma, le blockbuster, quand il est bien fait. Non, quand il est bien fait, non. Mais pas par rapport au film. Je m'explique. Steven Spielberg, c'est... Je peux t'arrêter là. Voilà, c'est the référence pour moi. Le film qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, un peu sur sa vie, où il est passé aussi un petit message qui est, pour moi en tout cas, connaissant son parcours à Spielberg, qui m'a quand même relativement bouleversé, dans le sens où ça m'a donné encore plus envie de travailler, de m'acharner pour. Donc ce qui m'a interpellé dans Jurassic Park, c'est pas le film. C'est bizarre, hein, mais c'est encore une fois tous les behind the scenes, les making-of, les interviews qui ont eu autour et la façon de travailler qu'a eu Spielberg pour ce film, parce qu'il a dû gérer au-delà d'une équipe, quand on voit la fameuse photo de l'équipe énorme, il a dû gérer un aspect technique avec, je sais plus son prénom, mais Stan Winston, merci. Pour tout ce qui est mécanique et tout, il a fait un travail mais de malade mental, et c'est ça qui m'interpelle à l'image aussi d'un Nolan à l'heure d'aujourd'hui dans le monde actuel, qui est un réalisateur qui gère des choses mais ça a l'air inconcevable pour nous, mais c'est une charge de travail monstre. Et quand on voit la qualité qui retranscrit à chaque fois, un peu à l'image aussi d'un Matt Reeves qui colle un petit peu à Nolan au fur et à mesure du temps par sa façon de travailler, moi c'est ça qui m'interpelle dans les films. C'est pas le film en lui-même, c'est ce qu'il y a autour. Et après le film aussi, hein, Jurassic Park, je peux citer Scream, je peux citer aussi, si je dois citer un acteur, ça serait, alors très bizarre peut-être, je comprends bien, mais il y en a deux en l'occurrence qui me viennent en esprit, ça serait DiCaprio et Jim Carrey. Jim Carrey, pourquoi? Parce encore une fois, ce mec il est parti de rien. Il vivait dans un van, à travailler dans une usine de pneus pour faire vivre sa mère, etc. pour qu'au final il puisse faire des one-man shows
imaginez des one-man shows, mais complètement, quand on voit la gueule des one-man shows, on se demande comment il a fait pour réussir. Et il a eu la chance, à l'américaine, d'être repéré à l'image d'une Charlize Theron ou d'autres choses, pour réussir. Donc ces parcours, ces histoires dans ces références font que ça m'a donné encore plus envie à travers le temps de réussir. Alors forcément, quand j'étais petit, c'était ce qui m'intéressait, c'était surtout l'image de ces films et ce qu'il y avait derrière, parce que même à 10 ans, je regardais ce qu'il y avait derrière, parce que mon père s'y intéressait. Bien sûr. Mais en grandissant, forcément, j'ai commencé à donner, comme toi, plus d'importance au film en lui-même. Donc forcément, j'ai des films totems aussi. Mais c'est tellement difficile de répondre à cette question. On pourra en faire un podcast de 3 heures. Mais donner un seul point, c'est vraiment pas possible. Non, moi, j'ai pas cité l'acteur, mais Al Pacino, je pense. Oui, bah oui, Pacino. C'est un acteur qui me tient particulièrement à cœur, surtout sur ses choix de films années 70-80 qui sont pour moi. Ah, entre 70 et 90, c'est. Imbattable. On n'est pas né à la bonne époque. Mais on peut en profiter quand même. Ouais, bah, parce que je rajouterais, moi, je vais changer passion par amour complètement. Parce qu'au-delà de la passion, c'est vraiment un réel sentiment que j'ai particulièrement avec le cinéma. Donc je dirais amour, investissement et. J'en ai 2 déjà, c'est bien. Hein. 3, Après, c'est ces visions du cinéma purement stylistique. Ouais. Bah oui, ce serait rythme, cinémascope, steadicam. Ah oui, ouais, si on part en technique, alors là, on va faire plein de catégories. Ça, c'est plus Ouais. mon truc, mais bon. Mais voilà, amour, passion, investissement pour le cinéma en lui-même et. Vie. Ouais, vie. Exactement. Ouais. Alors, on va pas trop s'attarder sur cette question pour essayer un peu de suspense quand même. C'est toujours compliqué d'en parler sans Mm. trop en dire, mais l'actualité déjà, on a énormément de projets tout court, mais on a énormément de projets en stand-by aussi. Ouais. Ce qui est à la fois super et un peu problématique, c'est parce qu'il faut aussi parfois se motiver un peu plus, puis comme on a des emplois du temps différents, pardon, c'est un peu complexe. Mais l'avantage, c'est que là, on a plusieurs courts-métrages écrits de A à Z, qui sont dans nos documents, qui sont prêts à être tournés. Bien sûr, on reviendra dessus un petit peu pour peaufiner 2-3 choses, mais globalement, les idées, on les a, les scénarios, on les a, les scénarios, pardon, on les a. Et ensuite, bah, on choisira en fonction. On va trier. Ouais, voilà, on va trier et savoir lequel est plus intéressant à faire à tel moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément de projets en stand-by, mais qui sont des projets prêts, ou quasiment prêts à 98%, à être tournés. Donc, et ça, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que ça va dans tous les genres. Il y a du drame, il y a de l'horreur, il y a du thriller, il y a peut-être un peu de comédie parfois. On a plusieurs idées comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que sur les 5 prochaines années, allez, on va viser large, même si c'est pas très très large non plus, mais on a beaucoup à faire. Et ensuite, il va falloir faire en sorte de faire au mieux et de choisir les bons projets qui nous tiennent particulièrement à cœur à l'instant T. Exactement. J'aurais pas dit mieux. On a beaucoup alors surtout de courts-métrages, on attend. Bien sûr. Alors on s'est fixé des objectifs parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais Unseen était un projet qui nous portait à cœur et qui nous a complètement dégoûtés par le choix très douteux de... Par un tournage chaotique, quoi. Ouais. Voilà. On va pas s'étaler plus, que justement j'ai pas envie de faire de la pub à des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. J'estime qu'elle était nécessaire, cette coupure au moment d'une scène, pour justement se refocaliser sur nos réels intérêts, ce qu'on doit vraiment faire, comment on doit travailler, revoir un peu notre façon de travailler. Il faut se remettre toujours en question. Et il n'y a aucun réalisateur qui peut nous dire on n'a pas eu un couac qui nous a remis en question. C'est clairement pas possible. Plusieurs même. Voilà. Donc, effectivement, là, le but pour nous, c'est de un peu... pour moi, il y a 2 choses, je pense, dans nos objectifs. C'est déjà de tourner un peu la page des courts-métrages, donc d'essayer de faire le tri et de tourner le maximum. Des moyens-métrages. Voilà. Et de se focaliser, je pense, d'ici... Parce que 2025, ça va être compliqué d'un point de vue personnel pour tous les deux, de toute façon, avec le mariage et tout. Mais je pense, d'ici 2026, commencer à s'attarder un peu plus à la vision des longs-métrages.
Parce que ce qu'on veut, nous, c'est à un moment donné, voilà, hein, c'est se déplacer directement dans les pays qui nous intéressent, proposer notre travail et se dire, voilà, voici notre bagage derrière. Mais si on se pointe qu'avec des courts-métrages, je pense, à mon sens, qu'on va nous rire au nez dans le sens où on va nous dire, bah, c'est bien, mais ce qui se vend, même nous, hein, dans la vie de tous les jours, de toute façon, quand on va aller au cinéma, on va voir un long-métrage. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on prenne le temps à la fois de faire ces courts-métrages pour se remettre dans le bain et faire pas mal de festivals. Je pense que là, pour l'instant, c'est le premier objectif, c'est de faire des courts-métrages qui nous plaisent, se remettre dans le bain et lancer en festival. Étaler tout ça. Et là, le deuxième point, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est conclure la page de l'horreur. Oui. Tourner une bonne page là-dessus parce qu'on a fait pas mal de choses sur ça. Et je pense que le dernier gros projet qu'on aura, à mon sens, je pense, c'est At Night. Si on doit parler d'un projet en particulier, celui qui me vient en tête, c'est celui-là. Donc At Night, qu'est-ce que c'est pour en parler vraiment vite fait? Ça sera une série. Alors, je pense que ce sera une des seules qu'on va faire. À la base, c'était surtout c'est une série de courts-métrages, donc ouais. c'est pas une série au sens connu du terme, quoi. À la base, c'était des courts-métrages qu'on avait écrits, puis on s'est dit, bah, pourquoi pas en faire une série de courts-métrages. Une anthologie. Voilà, c'est ça. En gros, il y aura des épisodes, ça va se suivre un petit peu, parce que, bon, voilà, par rapport aux histoires. Mais voilà, on sait pertinemment tous les deux que ça sera un peu notre livre qui se ferme presque, on va dire, sur l'horreur pour se concentrer sur autre chose. Parce que l'un comme l'autre, on a envie aussi de développer, je pense, d'autres compétences dans certains autres genres et sous-genres. Mais l'horreur fera indépendamment partie de notre vie, dans tous les cas, par rapport à nous. On en a parlé de toute façon, moi, ce qui est sûr, c'est je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et si j'ai ce que j'estime être une bonne idée, une idée intéressante à développer, que ce soit horreur, drame, SF, film de guerre, d'amour, peu importe, si j'ai une idée que je trouve intéressante à exploiter, je me focaliserai là-dessus à 200%. Bien sûr qu'on a peut-être plus moi que toi d'ailleurs, je sais pas, je parle pour moi, mais peut-être plus d'affinité avec le cinéma d'horreur, parce que c'est un cinéma avec lequel j'ai tout appris presque, j'ai envie de dire. Et c'est un genre qui me tient particulièrement à cœur. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai encore aujourd'hui des idées de films d'horreur à développer, plus sur des longs métrages d'ailleurs que sur des courts. Ouais, c'est ça en fait. Après, l'avantage des courts métrages, c'est que c'est effectivement un exercice d'apprentissage formidable, très compliqué. C'est ça. Certains courts métrages, j'ai pas peur de le dire, sont certainement plus durs à réaliser et amener à bout que des longs. Vraiment, tu as des grands réalisateurs qui l'ont dit, des courts métrages c'est compliqué, parce qu'il faut être percutant, parfois en juste 1 minute 30. Voilà. Donc c'est évidemment très compliqué, d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement plein d'idées à développer, plein de courts-métrages encore à tourner. Ensuite, pourquoi pas effectivement passer au moyen puis au long. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la transition entre le court et le long. Ne serait-ce qu'en termes d'écriture, c'est quelque chose je m'y suis un petit peu intéressé, puisque je me suis un petit peu aussi... aide-moi, je trouve pas le mot. Attardé. Voilà, j'ai essayé de mon côté. C'est un exercice très 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 compliqué. L'écriture d'un long métrage, on peut avoir tout le début, toute la fin, sauf qu'il y a tout le milieu après à rédiger. Donc ça, c'est très complexe. Mais après, ce qui est sûr, c'est que moi, je me refuse rien. Si même je dois encore être inspiré sur 10 films d'horreur, si j'estime que c'est des films qui ont une idée très intéressante, je les développerai de mon côté. Mais je rejoins Romain, effectivement, dans le sens où il faut être un peu plus polyvalent. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu sortir de sa zone de confort. Mais encore une fois, moi, je fonctionne à l'idée, à l'inspiration. Si j'ai une idée d'un film, je sais pas, d'un thriller policier ou d'un drame amoureux, si j'estime que l'idée est cool et qu'il y a quelque chose derrière, on se concentrera là-dessus et on sera autant investi là-dessus que sur un film d'horreur. On va pas stopper, en fait on se stoppe pas à un thème particulier, à se dire voilà on a fait ça, maintenant on fait ça, non. Puis de toute façon même par nos projets en stand-by, il n'y a pas que de l'horreur, il y a pas mal de choses, tu l'as dit justement. Mais effectivement on s'était dit qu'on commençait à tourner un peu en rond sur ce genre-là, donc peut-être se concentrer sur d'autres choses qui font qu'on a écrit d'autres choses. Mais là, l'objectif premier, c'est au travers des années qui vont suivre, étaler un peu nos courts-métrages déjà en termes de nos emplois du temps et commencer à évoluer justement sur la longueur parce que il faut qu'on saisisse notre chance, c'est ce qu'on s'est dit.
Donc il faut qu'on y aille étape par étape. De toute façon, on ne peut pas passer d'un court à un long comme ça, c'est clairement pas possible. C'est un travail monstrueux. Alors déjà, pour nos courts-métrages, on a un peu de mal à se caler sur des emplois du temps. Alors un long-métrage, ça va être... Voilà. Il faut qu'on ait le temps, effectivement, de planifier tout ça. Et au-delà de l'écriture et de la réalisation, ça se passe aussi pour l'équipe technique, pour le matériel, parce qu'on ne peut pas passer un long métrage avec le matériel qu'on a là maintenant, sans vouloir dénigrer le matériel. Tout partira de l'écriture de toute façon. Généralement, le premier long métrage de réalisateur, c'est parce qu'ils ont une bête de scénario derrière qu'ils ont réussi à vendre, tout simplement. Et aussi pour finir là-dessus, on a même, je pense, un projet de court métrage cette année encore. Peut-être même plusieurs, mais au moins un qu'on va quand même essayer de se fixer cette année. Là, Romain vient de tourner Closer, qui est vraiment son bébé. Il m'en avait parlé très tôt à l'époque, il m'avait dit voilà, j'ai une idée. Et moi, la première chose que j'ai faite, c'est je l'ai encouragé en disant écoute, moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas être présent. Je pouvais toujours être présent, quand je dis pas présent, c'est physiquement, mais je pouvais être présent. Pour le conseiller, pour donner des idées si j'en avais, mais c'est vraiment le crédit lui revient, c'est son court-métrage, il a vraiment peaufiné de A à Z, et il en est à l'écriture, à la réal, au montage, et ensuite là effectivement on va de nouveau avoir des projets où nos deux noms seront une nouvelle fois officiellement... Pour dire à quel point son nom est indissociable du mien jusqu'à présent. Pardon ? Non, mais je trouvais plus le mot. Et c'est le seul... Donc là, on est à la diffusion, vous allez voir le court-métrage, mais c'est le seul qui, jusqu'au festival, jusqu'à la diffusion d'avant-première, ou ce que vous voulez, qui a pu avoir un œil sur Closer en entier. Même quand il manquait des plans, le montage, le film, je l'ai monté, on va dire, le court-métrage en entier, où il manquait 2-3 parcelles, ce qui était normal, pour le compositeur, par exemple. Et il a pu voir justement les premiers jets, il a pu assister à tout en avant-première, parce que je l'ai toujours dit, si je peux pas le faire avec toi, t'en feras partie quand même. Et... donc t'as eu accès à tout. Ce qui est bien aussi justement dans notre relation, c'est que l'un ne va pas interdire à l'autre de travailler de son côté. Quand bien même on a un binôme, on a un duo d'aspirants cinéastes, si Romain demain me dit, comme il m'a dit pour Closer, qu'il a une idée à développer, qu'il a envie de l'écrire et de la réaliser le plus rapidement possible, entre guillemets, bon, la première chose que je fais, c'est que je l'encourage. Je lui dis écoute, si vraiment tu sens que tu es prêt à tourner ce court-métrage et que c'est vraiment quelque chose qui te botte, fonce, t'as pas besoin de moi. De toute façon, des projets en commun, on en a. Des projets où chacun apportera son style de mise en scène, son style d'écriture, on en a plein. Et là, Closer, pour le coup, c'est le court-métrage de Romain. Et moi, là, je suis hyper fier de lui, hyper fier du fait qu'il ait pu mener ce projet à bout tout seul, entre guillemets, en tout cas en tant qu'auteur et réal. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'on est un duo qu'on va tout faire en duo, absolument. Si demain, moi aussi de mon côté, j'ai une idée de court-métrage à réaliser et que Romain ne peut pas être présent à ce moment-là, je pense qu'il sera exactement comme moi j'ai été, il m'encouragera. Mais évidemment, ce qui prime, le principal, c'est surtout effectivement notre duo, le fait de réaliser le plus possible en commun. Puis le fait pour conclure là-dessus, le fait qu'on ne puisse pas être présent pour les projets du style Closer, ce n'est pas par manque d'envie, c'est juste par problème d'emploi du temps. Problème d'emploi du temps, on a tous les deux des vies privées, des vies professionnelles, donc forcément ça peut pas toujours être parfaitement timé, mais ce qui est sûr c'est que on a d'autres projets où là pour le coup on en a déjà un petit peu parlé, on a tel moment de réservé, tel moment de prévu, et là ce qui est sûr c'est qu'on pourra être tous les deux présents sur un tournage, prêts à tourner un film qui aura nos deux noms associés en tant que réalisateur et scénariste. C'était la question la plus casse-couille, je te jure. Qu'est-ce qui les rapproche ? Peut-être la présence de caméra. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Je pense en l'occurrence à Alain Chabat, qui a une vision incroyable du cinéma et qui est un des artistes français dans le cinéma que je respecte le plus, qui lui a compris comment la production américaine fonctionnait. Alors attention, quand je dis production américaine, il faut savoir que c'est un monde très particulier. C'est bon et c'est mauvais côté. Voilà, il y a beaucoup de mauvais côtés, surtout quand on parle d'Hollywood. Voilà, faut pas croire que tout est beau, tout est rose. Mon Dieu Seigneur. Non, pas du tout. Mais Alain Chabat est un des artistes français, avec Jean Reno par exemple aussi, qui ont compris comment fonctionnait un peu le cinéma et qui ont essayé de faire des choses qui ont plus ou moins marché en France, parce que, comme je l'ai dit, on a un esprit un peu à l'image d'un Pulp Fiction très carré.
Mais qu'est-ce qui les sépare? Beaucoup de choses, hein. Le problème, c'est que c'est une question beaucoup trop vaste et auquel on ne peut pas répondre en une minute. Mais il y a tout. Déjà, le budget alloué, il y a les capacités d'acting et les talents qui sont aussi différents, la façon de travailler, la caricature, les règles, Je pourrais m'étaler vraiment beaucoup de choses, sur beaucoup de choses par rapport à ce qui les sépare. Il y a énormément de points. Mais pour moi, ce qui est le gros problème de la France, c'est qu'on se campe trop à un ou deux genres particuliers, avec tout le temps la même chose. On va faire des suites sans fin sur tout le temps le même domaine. On va pas vouloir avoir un esprit d'artiste et vouloir s'engager à fond dans son projet sans avoir peur de se confronter aux producteurs français. Pourtant, j'estime, et ça se voit avec le temps, hein, des personnes comme Alain Chabat qui n'hésitent pas à mettre le paquet sur des projets. Et, de toute façon, on le voit, hein, ne serait-ce que par ses amis proches. Je pense en l'occurrence, je sais pas moi, un ami proche à John Bernal. John Bernal, quand même, qui est pas n'importe qui dans le cinéma américain, un des meilleurs amis aussi de DiCaprio, enfin un des amis d'Alain Chabat qui a compris justement comment fonctionnait ce cinéma. Alors, je ne suis pas un expert du cinéma, je pourrais pas vous dire ce qu'il a réellement compris dans le détail, mais on le voit par son travail, sa façon de s'impliquer. Qu'est-ce qui les rapproche maintenant? Je dirais la passion, parce qu'ils font pas ça. Je veux pas dire que 100% des productions françaises ne travaillent pas sans passion. Je pense que c'est ça, c'est cette passion du cinéma qui les rapproche. Et je suis peut-être un peu méchant, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma français et c'est bien dommage parce que j'adore mon pays. J'aurais tellement voulu dire des bonnes choses, mais je pense que les visions sont complètement différentes et ma vision se rapproche un peu plus du style américain et non pas de la production américaine. C'est deux choses différentes, puisque la production américaine, on l'a dit, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc moi, je me suis plus approprié le style américain que le style français, et du coup, j'ai forcément beaucoup de mal à trouver des grosses qualités au cinéma français. Non, bah, indéniablement, moi aussi j'étais beaucoup plus bercé par le cinéma américain et le cinéma étranger en l'occurrence. Aussi le cinéma asiatique de mon côté avec le cinéma d'arts martiaux, etc. Surtout les films de Bruce Lee. Ouais. Ça, c'est une des passions qu'on a aussi en commun. Mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que ce qui rapproche et sépare le cinéma français américain, c'est un peu la même chose, c'est la façon de faire, la façon de procéder. L'avantage qu'il y a en France, c'est que le réalisateur aura toujours le contrôle de son film. Ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire que le réalisateur, s'il a envie que son film se déroule de telle façon et se termine de telle façon, il a le dernier mot. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, c'est la loi du producteur. Ce qui s'est un peu amélioré au fil des années, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes de production un peu plus indépendantes qui marchent du tonnerre. Et aujourd'hui, on accorde beaucoup plus de liberté au réalisateur, ce que moi je trouve bien. Le réalisateur et le producteur doivent travailler ensemble, mais le producteur n'a pas, selon moi, mais c'est un point de vue artistique, n'a pas à devoir. C'est pas parce qu'il met l'argent qu'il a absolument la main mise sur l'œuvre. C'est normal qu'il surveille un petit peu l'avancement du projet, mais il doit laisser quand même une liberté réelle au réalisateur. Mais en France, ça, l'avantage, c'est que le réalisateur n'a pas à se soucier du producteur. Il peut y avoir des conflits, mais le réalisateur aura de toute façon le dernier mot sur son film. Aux États-Unis, c'est différent. Mais aux États-Unis, et c'est là où c'est aussi un peu paradoxal, c'est que quand bien même le producteur vraiment a le contrôle du film, surtout sur les très grosses boîtes de production, bien sûr, ils sont quand même beaucoup plus ouverts, à mon sens, un petit peu à la folie des ambitions. N'importe qui demain peut se pointer aux États-Unis, enfin quand je dis n'importe qui, c'est n'importe quel aspirant cinéaste avec un petit bagage peut se pointer aux États-Unis, et s'il a envie de faire un film de guerre dans l'espace, personne va lui rire au nez. À partir du moment où il a quelque chose, enfin un film de guerre dans l'espace, ça c'est déjà vu, c'est Star Wars, mais vous m'avez compris, si il a vraiment quelque chose de solide entre les mains, n'importe quel producteur intéressé lui confiera le projet, mettra de l'argent dessus. Donc ils sont quand même beaucoup plus ouverts un petit peu à des idées un peu folles. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'aux États-Unis, c'est quand même aussi un peu quelque chose de très surveillé, de parfois très tyrannique. On a eu beaucoup de cas de réalisateurs qui ont été confrontés à des producteurs un peu vraiment des têtes de cons, quoi, faut le dire. Il y en a aussi sûrement en France, mais donc c'est compliqué. Je pense que dans n'importe quel pays, un film se déroule plus ou moins de la même façon. Pré-production, production, post-production. Il n'y a pas de miracle. N'importe quel film se tourne un petit peu de la même manière. C'est ce que John Carpenter disait aussi. C'est intérieur nuit, extérieur jour.
il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est n'importe quel film se fait un petit peu de la même façon, se déroule un petit peu de la même manière. Mais effectivement, ce qui les rapproche et ce qui les sépare, c'est plus au-delà de la façon dont c'est fait, c'est, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus lié à la relation producteur-réalisateur. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans le cinéma. Mais globalement, je pense aussi que c'est pas anodin que beaucoup de réalisateurs étrangers, beaucoup de réalisateurs européens, au bout d'un moment, tentent une expérience aux États-Unis. Ça marche ou ça marche pas, mais ils la tentent pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'effectivement, aux États-Unis, on est quand même beaucoup plus prêt à accepter des idées un peu plus folles, un peu plus dingues, liées à tous les genres cinématographiques, tandis qu'en France, peut-être, on essaiera un peu plus de rentrer les réalisateurs dans des cases. Il y a toujours des recettes un peu plus faciles en France qu'aux États-Unis. Ce qui ne veut pas pour autant dire que l'un ou l'autre c'est bon ou mauvais, ça dépend de plein de choses, il y a plein de circonstances à prendre en compte. Mais globalement, je pense que c'est ça. On peut très bien s'épanouir aux États-Unis et pas réussir en France, on peut très bien réussir en France et aux États-Unis, ou se planter complètement aux États-Unis et réussir en France. Tout est possible. Ouais, mais l'important c'est au moins de réussir dans son domaine. Moi demain on me dit ouais t'as une carrière de réalisateur en France qui s'ouvre à toi, évidemment que je vais accepter. Bah oui. Après moi je suis peut-être par rapport justement au visionnage de tous ces films beaucoup plus impacté par le cinéma américain, par ses environnements, par aussi l'argent qu'on met sur les films. Un projet à 5 millions en France, c'est un projet qui est cher. Aux États-Unis 5 millions c'est ridicule. Donc effectivement, on a toujours envie d'avoir beaucoup plus d'argent mis à disposition pour faire un film. Et je pense que de ce point de vue-là, les États-Unis sont effectivement une destination plus adéquate. Ouais. Voilà. Et ouais, il y a pas mal d'exemples, hein, effectivement. Si le producteur, surtout en Amérique, c'est souvent le cas, met trop son grain de sel, et c'est souvent le cas, hein, 95% des cas. C'est lui qui met l'argent. C'est lui qui met l'argent, c'est lui qui décide. Et on a pas mal de films comme ça qui ont fait des flops à cause de ça, justement. Et c'est souvent les mêmes producteurs qui sont pointés du doigt. Donc effectivement, souvent quand même des gros producteurs. Ouais. Je veux dire. J'en ai un en tête, mais je le ouais, non, mais il n'y a pas de secret. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des boîtes de production aujourd'hui aux États-Unis qui fonctionnent super bien. Et on sent que c'est des producteurs qui, justement, aiment le cinéma dans ce qu'il est et mettent, certes, de l'argent, mais sont beaucoup plus attirés par le côté artistique de l'œuvre que le côté commercial, le côté argent. Exactement. Mais après, je pense que c'est quelque chose à développer aussi en nous. C'est la façon dont tu aborde le relationnel avec un producteur. Je pense qu'il faut montrer qu'on a du caractère, montrer que l'œuvre qu'on a envie de faire, c'est comme ça et pas autrement. S'il accepte, tant mieux. S'il accepte pas, tant pis. Après, chacun fait des concessions, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Oui, et puis il faut pas se compter qu'un seul producteur, s'il refuse, il clair. y a d'autres boîtes, et des grosses boîtes de prod américaines, il y en a énormément. Hein. Il y en a qui sont plus ancrés dans des genres que d'autres. Ouais, bien sûr. Quelle question de base pour finir. Ton réalisateur préféré? Je l'évoquais tout à l'heure, moi c'est John Carpenter. Pour moi, c'est indéniablement Spielberg. Maintenant, ton film totem. Qu'est-ce qu'on entend par film totem? Pour moi, film totem. Film de référence. Ouais, film de référence. Bon, je vais encore citer quelque chose que j'ai cité, mais c'est Halloween de 1978, clairement. Moi, c'est difficile. C'est très très difficile de répondre à ça. J'en ai pas qu'un. Et si je dois en choisir un pour tout ce qu'il représente pour moi, je pense que c'est Scream. C'est pas le choix. 2 films d'horreur. Ouais. Allez-vous souvent au cinéma? Malheureusement pas assez. Ouais, pas assez pour moi non plus. J'aimerais y aller plus, mais toujours problème d'emploi du temps. Par exemple, Oppenheimer, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma, mais il est sorti sur Canal, donc j'ai j'aurai eu la au chance cinéma, de pouvoir le voir. Regarde, tu parlais du dernier film de Spielberg tout à l'heure sur sa vie. Oui. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma. Franchement, je le regrette. C'est un point de vue très personnel ce film-là, mais il est vraiment Ouais. vachement bon. Donc à suivre, mais non. Pourquoi vas-tu au cinéma? Vas-y, je t'en prie. Pourquoi je vais au cinéma? D'une part pour contribuer indirectement au travail qui a été donné, parce que comme on l'a dit, par rapport aux 3 mots qu'on a cités pour le cinéma, c'est de l'investissement, c'est du travail, et je pense que le mieux pour les personnes qui sont passionnées dans n'importe quel domaine artistique, la musique, tout ça, c'est de contribuer un minimum. À l'image maintenant, on va parler dans le terme un peu plus moderne, des youtubeurs, des live Twitch, des personnes de YouTube qui travaillent réellement. En allant au cinéma, moi j'ai un peu cette même vision,
C'est-à-dire que je vais contribuer en payant ma place, en payant tout ce qu'il en est. Même pour le cinéma, par exemple, la confiserie, je participe indirectement au bien-être de ce cinéma pour continuer à contribuer justement aux œuvres sur lesquelles je m'intéresse. Donc c'est pour ça, c'est pour contribuer et pour remercier aussi le travail qui a été fait, parce que même le plus grand nanar du monde ne mérite pas un acharnement total. Ils ont quand même travaillé pour, dans tous les cas, donc je pense que de contribuer un minimum c'est bien, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors quand je dis contribuer, il n'y a pas que le cinéma, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de VOD. Alors bon, en France, maintenant il y a la fameuse règle des 3 ans là, qui ne peuvent pas sortir directement les films, au contraire des États-Unis je crois, où c'est pas 3 ans qu'ils doivent attendre pour sortir le film sur VOD. Mais dans tous les cas, même sur VOD, ben, vous payez un abonnement, vous contribuez. Donc je suis pas du tout adepte des téléchargements illégaux. Donc c'est pas chez moi qu'on aura les meilleurs filons. Mais voilà pourquoi, surtout pour contribuer. Mais au-delà de la contribution, c'est pour une immersion clairement impeccable, pour profiter du film qu'on veut voir. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, et puis oui, qu'on le veuille ou non, voir un film chez soi c'est sympa, avec une grande télé, du bon son, mais l'environnement d'une salle de cinéma c'est quelque chose de particulier, c'est singulier, c'est le grand écran, c'est le son qui est hyper travaillé, c'est clairement le meilleur endroit pour voir un film, que ce soit aussi bien un film à grand spectacle qu'un film très intimiste. Je crois qu'une salle de cinéma c'est avant tout une ambiance particulière, et je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. C'est ce que Spielberg disait, je crois, c'est derrière un grand écran, nous sommes tous des enfants, donc c'est ça, on se retrouve dans le noir. Bon, malheureusement il y a toujours des éléments perturbateurs aujourd'hui dans les salles de cinéma qui te gâchent un petit peu les séances. Il faut savoir quand y aller aussi. En l'occurrence, surtout, malheureusement pour nous qui sommes fans des films d'horreur, c'est Après ça a toujours plus ou moins existé, même aux États-Unis, il y a des publics atroces dans les salles de cinéma sur les films d'horreur et les films comme ça un peu popcorn. Mais oui, globalement, même si j'y vais pas assez, à chaque fois que je vais au cinéma, c'est quand même une ambiance particulière. Et c'est ce qu'il y a de mieux en termes de visuel, quoi. Donc c'est clair. Je suis d'accord. Quel film conseillerez-vous de voir ? Faut la mettre au pluriel, cette Waouh. question. Alors je vais la considérer au pluriel, ouais, effectivement, mais il y en a tellement. Alors après, le problème, c'est conseiller, c'est bien beau, mais ça dépend de votre envie, de votre mood, ce que vous avez envie de découvrir sur l'instant T. Parce que moi, je sais que chaque semaine, je vais vouloir découvrir ou re-regarder peut-être des films d'un genre différent. Donc, je sais pas, moi, en termes d'horreur, il y a des totems, hein, comme on disait tout à l'heure, il y a des bases, il y a Halloween, il y a Scream, il y a. Bon, faut pas oublier Jason et Freddy, même si c'est. On va pas se le cacher, plus nanar. Bah, c'est de la série B, ouais. C'est intéressant aussi. Philadelphia, je sais pas, il y en a tellement. Ouais, non, mais c'est Insomnia, les films de Nolan. Dans le monde moderne, ouais, ça serait du Nolan, du Matt Reeves, mine de rien, même s'il a fait aussi le blockbuster avec la planète des singes. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Si je dois donner mes bases, même la liste de 10 films, j'arriverai tellement pas à vous les ressortir parce que je serais obligé d'en parler. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez regarder. Mais si je dois donner un top 3, je dirais Scream. Halloween, ouais, Jurassic Park, Prisoners, Seul au monde, Philadelphia, Insomnia, Scarface, Pulp Fiction, Tarantino, j'adore Tarantino aussi, Glorious Bastards, ce qui est incroyable. Enfin voilà, vous voyez, dans tout ce que j'ai dit, il y a plein de genres différents, plein de réalisateurs différents, plein de styles différents. Mais je pourrais continuer comme ça longtemps, mais franchement, je suis d'accord. De toute façon, la question là, c'est, je pense, la sous-question en dessous, c'est qu'est-ce qu'on conseillerait de voir à quelqu'un qui découvre le cinéma aujourd'hui. Moi, je lui dirais qu'une chose déjà, c'est aujourd'hui il y a un outil formidable qui s'appelle Internet. Exactement. Et il suffit juste, il tape réalisateur cinéma et tu vas avoir une liste de plein de grands réalisateurs, principalement américains bien sûr. Et c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais la première chose à faire déjà, c'est comme construire une maison, quoi. C'est d'avoir les bases, des bases solides. Et je pense que quand on entre dans un univers comme ça, le plus intéressant, c'est d'abord de regarder ce qui ressort le plus. Et c'est pareil dans le sport, etc. Quelqu'un qui dit tiens, je connais pas le basket, qu'est-ce que tu me conseilles ? Bah regarde Michael Jordan. Bon bah voilà. Dans le cinéma, c'est pareil. Donc moi, ce que je lui conseillerais, c'est de regarder un peu la filmographie, pas forcément entière, mais de sélectionner 5, 6, 7 films de chaque grand réalisateur. Donc Hitchcock, Kubrick, Carpenter, Spielberg, Tarantino, tu l'as dit, Nolan s'il faut, je sais pas, William Friedkin,
J'en oublie certainement plein. Brian De Palma, James Cameron, Coppola. Oui, Coppola bien sûr, etc. Il y en a tellement. Et même de grands réalisateurs étrangers aussi. Il y a de Et grands réalisateurs français, asiatiques, italiens. En faisant juste une liste là, d'une liste de réalisateurs américains, on est déjà à 10, et on pourrait Ouais. aller plus. Et si on va sur d'autres pays, Ouais. ça- Il suffit juste d'abord de regarder vraiment les grands films Ouais. de l'histoire du cinéma. Il y a plein d'articles, plein de livres qui en parlent. Et juste en regardant ça, déjà, on va se façonner quelque chose de particulier. Après, tu peux prendre juste chaque grand film de chaque grand réalisateur. Tiens, j'ai envie de m'intéresser à Hitchcock, bah, on commence par regarder Psychose ou Fenêtre sur cour. J'ai envie de m'intéresser à Spielberg. Tiens, je vais regarder Jurassic Park, Les Dents de la Mer. De toute façon, exemple, hein, si vous êtes fan de Spielberg, vous êtes indéniablement porté sur le cinéma d'Hitchcock. C'est une de ses références, et en vous renseignant sur sa vie, vous allez être porté. Et c'est pareil pour d'autres réalisateurs. Ce réalisateur a toujours une référence qu'il a lui, et de fil en aiguille, bah, ils vont forcément. Chaque réalisateur a un style différent et du coup Exactement. ça fera en sorte aussi d'apprécier des films différents et de se dire tiens ce style-là me parle plus. Je suis d'accord. Après je pense aussi qu'il y a un livre aussi de Sidney Lumet qui est un grand réalisateur Ouais. qui a notamment tourné Serpico, qui a tourné un après-midi de chien, qui a écrit un livre je crois qui s'appelait Comment faire un film ou faire un film, qui est un livre super intéressant si jamais on a envie de développer un peu plus sa passion, parce que il y a le côté cinéphile, j'aime regarder des films, m'intéresser au cinéma, et il y a le côté aussi je veux faire des films, je veux devenir scénariste, réalisateur. Donc là c'est encore un cas un peu plus particulier, il faut y aller un peu plus en profondeur. Mais oui, là on vient de citer plein de grands réalisateurs, et je pense que le début c'est ça, ok je fais une liste, 10 grands noms, je prends 1, 2, 3, 4 films de chaque grand nom, et déjà là vous aurez de bonnes bases, et ensuite regardez aussi, parce qu'il ne faut pas non plus oublier ce qui a été fait avant, dans le passé. Tu as le cinéma des années 40, 50, 60 qui est super intéressant, et de regarder les références de ces réalisateurs. Si un jour vous dites tiens j'adore Tarantino, son cinéma me parle, quelles sont les références de Tarantino? Tiens il aime tel réalisateur, bah tiens je vais m'intéresser à ce cinéma-là. Je me suis intéressé à ce cinéma-là, tiens quel réalisateur lui appréciait, bah je m'intéresse à... Et c'est comme ça qu'on se crée De fil en aiguille, ouais. une culture. Voilà. Et. Je vais dire un truc. Après oui, quel genre aussi on aime en particulier. Demain quelqu'un dit tiens j'ai envie de découvrir, Ouais, c'est ça aussi. je sais pas, j'ai envie de découvrir le cinéma de science-fiction, quel film tu conseilles? Je sais pas, bah, je te conseille 2001, je te conseille les Terminator. Demain il y en a, il me dit tiens j'adore le cinéma d'horreur, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, regarde, parce que c'est plus mes références, mais je te dis intéresse surtout toi au cinéma d'horreur des années 70-80. Et il suffit juste de taper sur Google film d'horreur années 70-80, tu as une liste de chefs-d'œuvre qui va ressortir, et c'est comme ça que tu te crées des bases, et ensuite tu t'intéresseras à un cinéma peut-être un peu moins connu, mais tout aussi intéressant. Puis pareil, ce qui est intéressant, c'est que dans un genre comme l'horreur, il y a aussi ce qu'on peut appeler des sous-genres. Parce que Ouais. vous allez peut-être aimer l'horreur, mais dans l'horreur, vous allez apprécier quoi? Nous, en l'occurrence, on aime beaucoup tout ce qui est ambiance slasher. On n'est pas du tout, enfin moi en tout cas, je suis pas du tout fan de l'esprit euh, démon, voilà, fantôme, là, poltergeist, Conjuring et tout. Même si j'adore énormément le travail de James Wan, ce qu'il a contribué dans Conjuring 1 et 2, sa façon de mettre une ambiance qui, pour moi, est une référence, hein. La façon de tourner qui est incroyable. Maintenant, le fait que ce soit des démons, les jumpscares, tout ça, c'est un truc qui me plaît un peu moins, mais si vous appréciez l'horreur, vous apprécierez forcément plus un sous-genre ou deux sous-genres que d'autres. Ça peut être plus porté sur les films zombies que sur les films slasher, j'en sais rien, hein. Et c'est ainsi de suite aussi pour tous les genres, donc en fait ça dépend de vous. Et effectivement, tu Voilà, l'as c'est dit, ça. le meilleur outil c'est S'il y en a Internet un qui- actuellement. S'il y en a un, là, sa sensibilité, c'est les films d'esprit, etc. Bon, bah, regarde L'Exorciste. S'il y en a un, il se dit, tiens, je préfère un film avec un tueur en série. Je sais pas, tu regardes Halloween, Massacre à la tronçonneuse. Ça, attention, Voilà, ouais. ouais. Et puis ça te permet aussi de voir comment ces réalisateurs-là ont débuté. Et mine de rien, souvent, c'est intéressant de voir ce qu'ils étaient à leur début et ce qu'ils sont ensuite au fur et à mesure de leur carrière. Exactement. Auriez-vous aimé jouer dans un film? Alors moi, j'ai beau, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une admiration, un respect absolu pour les acteurs et les actrices, je pense que je ne serais pas du tout à l'aise à l'idée d'être non seulement devant une caméra, ce qui est déjà un exercice compliqué, mais encore moins de jouer la comédie. Mais de toute façon, jouer la comédie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vocation, c'est quelque chose qui c'est dans les tripes. C'est- Ça doit être inné. Ouais, et je pense que soit on a envie ou on n'a pas envie d'être comédien. Et donc,
jamais dire jamais, peut-être qu'un jour on aura, soit par nécessité, parce que parfois on n'a pas le choix, mais Soit par envie ouais, si soudaine. un jour on a une envie soudaine, je dis tiens, ce personnage-là, j'aimerais bien l'essayer à l'exercice, pourquoi pas, mais là maintenant, a priori, non, le métier d'acteur me fascine, mais ne me passionne pas suffisamment pour pouvoir me dire tiens, je vais essayer d'être acteur. Exactement. Je partage un peu ce même point de vue, pardon, mais ouais, d'un point de vue personnel, déjà, ça serait compliqué parce qu'un acteur se doit de se revoir en retour caméra, forcément, voir l'acting. Il y a un côté très visuel aussi, ce que je ne partage pas du tout. D'un point de vue personnel, c'est très compliqué. Maintenant, j'avoue que je suis très intéressé, et c'est, je pense, un des rôles les plus compliqués à jouer, à exprimer un jour peut-être, ce qui n'arrivera jamais, c'est dans mes rêves les plus fous, un rôle plutôt loufoque, style Joker, tu vois, un côté Harp le clown, un côté vraiment décalé, ce qui fait que c'est compliqué parce que juste Joker, juste ça, vous voyez bien que c'est un rôle Mais impossible. c'est intéressant que tu dis ça parce que justement tu dis que t'es un peu comme moi, on n'est pas forcément à l'aise Ouais. au fait d'être nous-mêmes. C'est Quand ça. je dis nous-mêmes, c'est physiquement, quoi, c'est à nu. L'avantage de ces rôles-là, et c'est Carpenter encore une fois qui en parlait quand il a fait Body Bags, c'est que c'est intéressant d'être acteur quand on est maquillé, quand on porte un masque, quand on porte un costume, tout de suite, Exactement. c'est plus nous. Et mine de rien, ça change tout. Demain, si on me dit tiens, tu vas jouer un personnage où tu es très maquillé, avec une perruque, bah, tout de suite ça nous libère d'un coup. On se dit tiens, moi on me reconnaîtra pas forcément. C'est ça. Mais le fait effectivement de jouer un rôle en étant parfaitement moi-même, là tout de suite Pas c'est possible. plus complexe. Ouais. Ouais. Il y en a un seul, moi, qui me vient en tête comme acteur qui a réussi à faire un peu différent de ce qu'il a tout fait dans sa carrière. Je vais bégayer un petit peu là, mais c'est Sam Neill dans le film de Carpenter qui s'appelle L'antre de la folie. Ouais. L'antre de la folie, où je ne l'ai reconnu, mais ni d'Ève ni d'Adam. J'ai vu cet acteur, j'étais en totale admiration. Je me suis dit, mais son jeu, il est incroyable. C'est là où je me suis dit que cet acteur, il avait un potentiel de malade parce qu'on le connaît surtout pour ses grands films plutôt sérieux, faut pas se le cacher, à l'image d'un Ryan Gosling pardon, qui, de mon point de vue, encore une fois, est un acteur très monotone. Et quand je le vois jouer, par exemple, Dans Barbie. non, dans, on va dire dans Drive, même si dans Drive, j'estime que c'est tout le temps un peu la même monotonie, mais il y a des C'est moments le où j'ai personnage qui vu, veut ça, c'est cohérent. voilà, mais je sais plus dans quel film je l'avais vu, et je me suis dit, ah ouais, il a quand même un minimum de talent. Et ben, j'avais à peu près la même appréhension sur Sam Neill en me disant, bah, il fait à peu près la même chose, et quand j'ai vu L'Antre de la Folie, je me suis dit, waouh, c'est là que on voit que les acteurs sont incroyables, parce qu'ils peuvent peut-être se canter à un personnage qui leur colle à la peau toute la vie, comme un réalisateur. Et à partir du moment où ils font quelque chose qui est dans leur capacité, c'est là où ils montrent en fait justement leur réel... C'est ce qui est le plus intéressant. Je pense qu'un acteur est toujours plus à l'aise dans un certain style. Je pense à Jack Nicholson. Tout de suite, forcément, Bah on oui. pense à un personnage cinglé. Voilà. Mais il n'a pas fait que ça non plus. Et moi, je pars du principe qu'un comédien. Après, je connais pas parfaitement le monde de la comédie, parce que j'ai pas envie d'être acteur, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, parce qu'en tant qu'aspirant réalisateur, il faut connaître aussi les envies, les passions des acteurs. Je pense qu'un acteur, par essence, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur du ridicule. C'est ça. Si on a peur du ridicule, faut pas être comédien. Le principe même de la comédie, c'est d'être ridicule, parce que tu peux aussi bien jouer un flic très sérieux, voilà, et le lendemain tu joues Tarzan, quoi, tu vois. Un acteur doit absolument se dire et se mettre en tête qu'il peut tout jouer. Si tout de suite on se dit tiens, je suis plus à l'aise dans un domaine, je vais rester dans ce domaine parce que je sais que je suis bon là-dedans, très bien. Mais le principe même d'un acteur, c'est de s'ouvrir à tout. Je pense qu'un comédien doit justement se dépersonnaliser complètement et se dire je suis prêt à tout jouer. Après, forcément, après c'est une question d'affinité aussi. Il y a des choses dans lesquelles on sera plus à l'aise que d'autres. Mais là, ce qui est intéressant dans la comédie, c'est de se permettre de tout essayer. À l'image encore une fois, tu l'as dit, d'un Ryan Gosling qui jouait quasiment tout le temps plus ou moins les mêmes rôles, on va dire, en tout cas la même monotonie. Et dans Barbie, rien à voir. Après, n'importe quel acteur a de toute façon une étiquette. Voilà. Souvent, je parlais d'Al Pacino tout à l'heure, on se dit ouais, Al Pacino, c'est l'acteur qui joue le mieux l'énervement, l'excentricité. D'accord, mais regardez Le Parrain, c'est tout l'inverse. Et c'est Exactement. certainement son plus grand rôle, et tout en retenue, tout en subtilité, tout en jeu de regard.
Même Donc, dans Insomnia, si je dis pas de bêtises, il n'était pas non plus porté sur ses nerfs. Vraiment, il était quand même posé avec Robin Williams, qui était. je veux Bon, dire, après, l'histoire voulait ça, mais. si tu regardes L'Associé du Diable et derrière tu enchaînes avec Le Parrain, Rien à voir. c'est deux personnages complètement différents, Carrément. et pourtant le jeu d'acteur est fabuleux. Incroyable, ouais, c'est vrai. Oh putain, qui sont vos acteurs et actrices préférés? Bah, ça dépend. Est-ce que c'est all time? Est-ce que c'est moderne? On va peut-être faire les deux. Alors, all time, Al Pacino, Robert De Niro, Heath Ledger est un acteur que j'aime beaucoup aussi, Jake Gyllenhaal est un acteur que je trouve aujourd'hui hyper intéressant, DiCaprio bien sûr. on va s'arrêter à 3. Ouais, non, mais j'ai pas cité d'actrice. Actrice, ouais. Moi, j'ai une fascination particulière pour Neve Campbell dans Scream, T'as un enfoiré, je voulais le dire. qui est pas une actrice forcément très populaire, qui a pas une très très grande carrière, mais qui je trouve Époustouflante. un jeu De de malade. regard absolument dingue. Voilà, l'actrice aussi qui joue dans, je sais plus son nom, qui joue dans Les Sopranos aussi, est une actrice formidable. Eddie Falco, je crois qu'elle s'appelait. Ouais, je crois que c'est ça. Vera Farmiga aussi, actrice Oui. géniale. Incroyable. Voilà, mais sinon, acteur et actrice préférée, c'est compliqué parce que c'est plus des personnages Ouais, qu'on aime on s'approprie. que les acteurs en eux-mêmes, mais oui, voilà, enfin, j'en ai cité quelques-uns, tous des Italo-américains, bien sûr. Stallone, encore un. Oui, Stallone. Voilà. Et j'en oublie plein. Hein. Actrice, on va commencer par ça. Neve Campbell, ça, je peux pas faire sans, c'est pas possible. C'est pour moi quelqu'un qui est trop sous-estimé et qui, avec le temps, commence à prendre du galon enfin. Grâce aussi à The Rock, hein, mine de rien. Dwayne Johnson, qui l'a aussi, lors d'interviews pendant la sortie de Skyscraper, là, je crois que ça s'appelait. Bon, pas un film vraiment à référence pour Neve Campbell, mais qui, lui, a. Pourtant, je suis pas fan de Dwayne Johnson en tant qu'acteur, mais la façon qu'il a eu de pouvoir la propulser a fait qu'elle a été aussi défendue par rapport à sa non-présence dans Scream 6. Matthew Lillard avait pris la parole, enfin, c'était vraiment intéressant de voir enfin quelque chose à ce sujet-là. Après, je dirais, je pense, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, j'y pensais aussi. Ouais. Et Michelle Pfeiffer, Mhm. que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, dans le côté un peu plus moderne, bon, pour ceux qui me connaissent, pour moi, c'est Margot Robbie, qui est une actrice que je trouve extrêmement talentueuse, qui a le rôle d'Harley Quinn qui colle à la peau, mais pas que ça. Quand on voit dans ce qu'elle fait dans I, Tonya, enfin dans Moi, Tonya, incroyable. Once Upon a Time in Hollywood, même si son rôle est plutôt monotone, ouais, Emma Stone. Après, dans l'ère moderne. Michelle Williams aussi, très bonne actrice. Ouais. Par Margot Robbie, là, actuellement, je suis ultra fan de son jeu, donc j'en vois pas d'autres pour l'instant, mais Emma Stone, très très forte aussi. On fait le tour après, hein, je pense. Après, en acteur, tout le monde le sait, dans mon acteur totem, c'est DiCaprio avec Jim Carrey. Pareil, Jim Carrey qui a eu un exemple aussi d'acteur qui colle à la peau du genre comédie, mais qui un coup avait sorti une vidéo qui durait 1 minute 13, je crois. Et en fait, c'est une vidéo, en fait, on le voit de très loin, en train de faire un grand sourire, et plus on se rapproche, et plus son visage change. Et en fait, il avait fait ces vidéos parce qu'en fait, on disait qu'il ne savait pas jouer la comédie triste. En fait, c'était forcé. Et par le biais d'une vidéo d'1 minute 13, il m'a transcendé, moi et certainement d'autres personnes, à travers des émotions compliquées, et c'était vraiment intéressant de voir. Tu regardes Eternal Sunshine et t'as tout compris sur ce jeu. Truman Show, incroyable. DiCaprio, Jim Carrey, Tom Hanks, et actuellement moderne, pour moi là, à ce moment, c'est Jake Gyllenhaal. Je suis en admiration devant cet acteur, c'est incroyable. Après, il y en a d'autres, hein, des talentueux que je ne cite pas, mais je pense que sinon la vidéo va durer 50 ans. Ouais, des acteurs et des actrices formidables, il y en a plein et dans tous les pays. Autant enchaîner sur réalisateur et réalisatrice préférée. Tout honneur. Réalisatrice, Coppola. Réalisatrice, hein. Sophia. Donc la fille, ouais. Sofia Coppola, elle a un petit talent aussi, elle a pas tourné que ça. Ouais, je sais plus son nom. La dame qui a réalisé les Wonder Woman, qui a révolutionné un peu ce genre aussi, pourtant elle ne faisait pas que ça à la base, très très forte. Et réalisateur, il y en a plein aussi, hein. Spielberg, Hitchcock que j'aime beaucoup. Wes Craven, même s'il y a une partie de sa filmographie où je ne suis pas forcément fan non plus, mais son travail qu'il a mis à partir de Scream était vraiment incroyable. Freddy, on parle de Scream, mais Freddy. Crise de la nuit, ouais.
Nolan, dans l'ère moderne, je dirais Nolan. Tarantino, j'aime beaucoup aussi. En fait, j'en ai tellement en tête que je sais pas trop lesquels choisir et mettre en avant, mais ouais, si je dois en choisir 3 all-time, ça serait Spielberg, Tarantino pardon, et Hitchcock. Et dans l'ère moderne, je choisis sans aucune hésitation Christopher Nolan. De mon choix. Bah, moi, réalisatrice préférée, je vais pas jouer la comédie, j'en ai pas. Réalisateur, bah, John Carpenter, bien sûr. David Fincher, Ouais, Fincher. que j'adore. James Cameron. Alejandro Amenábar, très bon réalisateur aussi. Qu'est-ce que je pourrais citer aussi Kubrick, j'adore ses films. Nolan, t'en as parlé aussi. William Friedkin, que j'ai découvert un peu sur le tard, mais qui est un réalisateur que je trouve assez fascinant. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre j'en oublie des évidents qui me viennent pas en tête tout de suite, mais il y en a plein. La liste est longue. Ouais, la liste est longue. Spielberg, bien sûr, je pense qu'il sortira dans la bouche de n'importe quel fan de cinéma, parce qu'on a tous à un moment donné été bercés par un film de l'ami Steven. Donc, ouais, voilà, je crois que la liste est à peu près faite. Et je suis. Et je suis. Et je suis. Et je suis.